Dans le cadre des Mardis Mallette, CMA TV vous présente la chronique juridique, une présentation du groupe Mallette, société de comptables professionnels agréés et de services juridiques. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique juridique en compagnie de Maître Gabriel Sanson dans le cadre des Mardis Mallette. Et Maître Sanson, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on va, et je le dis, je ne suis pas au courant des questions que Gabriel va me poser. Alors, je vous écoute. C'est une forme de quiz. Là. Oui, je vous ai monté un J'aime quiz. toujours ça. Bien, Ça c'est que me souvent... permet de mesurer mes connaissances. Oui, c'est ça. Alors, on va tester vos connaissances. Souvent, on revient sur des sujets qu'on a déjà abordés, mais ça reste des sujets qui sont toujours embêtants pour les gens, qu'il y a beaucoup de croyances aussi qui reviennent là-dessus. Donc, j'ai décidé de vous tester aujourd'hui pour voir si on a avancé dans nos chroniques avec vos connaissances. Et je vous assure là, que j'ai rien vu. Même pas les questions. On ne sait pas les questions. Alors, je vous écoute. Si vous avez un compte conjoint avec votre conjointe, et que vous êtes le seul à verser des sous dans ce compte-là. Donc, il y a seulement vous qui cotisez dans votre compte conjoint, dans le fond, pour les dépenses du ménage. Si vous vous séparez, dans le fond, par exemple, vous divorcez, votre compte est vrai ou faux? Est-ce que votre compte va pouvoir être revenu à vous? Dans le fond, tout ce qu'il y a dans le compte, vu que c'est vous qui avez versé seulement les sommes, vont vous revenir à vous seulement. Je vous dirais que normalement, oui. Que ça vous revienne à moins que la conjointe en décide autrement, parce que si la conjointe décide d'exercer son droit, je pense que je serais pris de lui en donner la moitié. Oui, effectivement. Oui, vous avez deux, bravo, vous avez deux volets dans votre réponse. C'est sûr que si vous avez une séparation dans laquelle tout le monde s'entend très bien et que votre conjointe dit, bien, je suis d'accord, dans le fond, c'est comme si c'était votre compte à vous seulement, j'accepte de vous redonner le montant total, ça va être correct. Mais dans la majorité des cas, vu qu'on a un compte conjoint, automatiquement, on se trouve à avoir un compte qui est 50-50, qui va être partagé. Donc, peu importe d'où proviennent les fonds, dès qu'on a accepté d'avoir un compte conjointement, si jamais on se sépare ou s'il y en a un des deux qui décède, malheureusement, c'est sûr que le compte doit être partagé 50-50. Donc, il est conseillé de... Bien, c'est sûr que le compte conjoint peut toujours être pratique. La seule chose, c'est que des fois, les gens pensent à tort que le fait qu'il y en a seulement un des deux qui a mis des sous, il va pouvoir le récupérer si jamais il y a séparation. Donc, soit qu'on a des conventions très claires qui viennent établir qu'il y a des montants dans ce compte-là qui peuvent être récupérés. Mais dans le meilleur des cas, c'est que on met seulement au compte conjoint les sommes qui sont vraiment partageables entre nous et pour les différents frais du couple. Dans le fond, ce qu'on veut vraiment qu'il reste à nous, on a notre compte à nous seulement et donc on ne met pas tout dans notre compte conjoint. Je sais que je dirais, Gabriel, que ça fait des années avec Maître Nathalie Dubé et vous là, que je fais des chroniques. Et ce que j'ai appris à partir du moment où c'est conjoint, c'est divisé par deux, c'est ce que j'ai compris. Règle générale, effectivement, c'est sûr que si on accepte d'être conjoint, dans le fond, c'est sûr qu'il y a des règles qui viennent avec. Ça va pour la maison ou ça va pour c'est ça. Dès qu'on a des biens, parts, c'est ça, qu'on a des parts avec quelqu'un d'autre que notre nom, que ce soit une propriété, que ce soit un compte, c'est sûr qu'il y a toujours moyen d'avoir des conventions pour venir régir certaines choses autrement. Mais quand on n'a pas de convention ou quand il y a les règles du mariage qui sont applicables, c'est sûr que la règle de base, par exemple, un compte conjoint va être partageable 50-50. Donc, on ne peut pas, même si on dit, voyez, j'ai le relevé, c'est toujours moi qui ai envoyé les montants, c'est sûr qu'on peut aller débattre longtemps avec le tribunal, mais de base, c'est qu'on va devoir partager avec l'autre. Deuxième question. C'est une bonne première réponse, bravo. Oui. On est mariés, dans le fond. Mon conjoint, c'est le seul propriétaire de notre résidence, puis il décide de vendre la maison. Moi, je n'ai pas besoin de venir intervenir à l'acte de vente puisque lui est seul propriétaire. Vrai ou faux? Ça, je suis un peu embêté en raison de patrimoine, mais je vous dirais que comme il y a un seul propriétaire, je pense que la vente va au seul propriétaire. Dans le fond, quand on est marié, si jamais mon conjoint est seul propriétaire de la résidence, tout dépendant avec notre régime, là, mais par exemple, on est marié, on est en séparation de biens, c'est sûr qu'il va pouvoir récupérer les montants pour la vente. Par contre, moi, j'ai une protection dans la loi qui vient dire que si mon conjoint veut vendre notre résidence, qui est notre résidence principale, je dois intervenir pour consentir à cette transaction-là. Dans le fond, j'ai une protection dans la loi qui vient protéger ma résidence familiale pour pas que mon conjoint puisse s'organiser pour que je sois sans logis, finalement. Donc, si vous vendez demain matin, c'est la résidence principale. C'est quoi la protection?
C'est justement que vous venez vendre demain matin votre résidence principale, mais votre conjointe, il faut qu'on la fasse intervenir comme quoi elle est bien au courant que vous vendez. Donc, vous ne pourrez pas signer l'acte de vente sans qu'elle intervienne à l'acte pour donner son consentement. Et tu es le seul propriétaire. Oui. Si c'est et votre quel est le résidence droit de la principale. conjointe ou du conjoint, peu importe? Là. Dans les faits, c'est vraiment pour lui assurer son droit de logement. Mais Ensuite, c'est un recours. C'est quoi? Par la suite, vous voulez dire? Oui. Si vous vendez quand même, là, c'est sûr qu'on a un petit problème d'analyse par le notaire qui aura fait la transaction, mais si vous vendez quand même, bien, votre conjointe peut avoir un recours contre vous, puis c'est sûr qu'elle peut ultimement faire un recours pour faire annuler la transaction si elle est capable, parce que si elle peut démontrer qu'elle est lésée là-dedans, parce qu'elle doit donner son consentement pour la transaction. Donc, c'est sûr que si c'est une autre propriété qui ne sert pas à l'usage de la famille, vous allez pouvoir la vendre seule quand même. Mais si c'est votre résidence principale, il faut que votre conjointe soit au courant, donc vous allez devoir la faire signer. C'est sûr que si vous voulez continuer à bien vous entendre avec votre conjointe, de toute façon, je crois que ça va être judicieux de la faire intervenir et qu'elle soit au courant, parce que ça se peut que sinon, ça ne soit peut-être plus le meilleur mariage que vous avez connu, là. OK. Alors, j'avais une demi pour ceux-là. On va vous donner 1,5 sur 2. Vous êtes actionnaire dans une société, vous êtes 4 actionnaires ensemble. Un de vous décède, donc par exemple, vous décédez. Automatiquement, vos actions vont être transférées à vos co-actionnaires, dans le fond, aux autres actionnaires de la société, parce que les actions sont protégées là, en cas de décès. Vrai ou faux? Vous avez des questions embêtantes. Je dirais que c'est pas la succession qui devient actionnaire à la place de la personne. Oui, très bonne réponse. Bravo. On voit que... Bien, écoutez, ça fait 5 ou 6 ans que je fais des chroniques Monsieur Montminy juridiques. commence à être familier dans le juridique. Dans le fond, c'est qu'on a des façons de venir protéger les actionnaires par des conventions d'actionnaires dans la société. Donc, les actionnaires peuvent faire des conventions ensemble de dire qu'est-ce qui va arriver s'il y en a un qui décède, pour éviter justement que ce soit d'autres gens qui aient les droits dans les actions par la suite, pour rester vraiment seulement entre les actionnaires. Par contre, si on n'a pas ces conventions-là qui sont prévues, si vous êtes actionnaire avec 3 autres personnes, puis que vous avez nommé votre conjointe pour hériter de la totalité de vos biens à votre décès, bien, à ce moment-là, c'est votre conjointe qui se retrouve à avoir les droits dans les actions de la société. Souvent, on peut prendre des ententes entre les héritiers et les actionnaires pour que les actionnaires puissent racheter ces parts-là. Mais ce n'est pas impossible que quelqu'un décide de garder les droits dans les actions puis que cette personne-là soit ensuite actionnaire avec les autres. Donc, ce qui est très important, si on a une société, on est actionnaire avec d'autres personnes, c'est de penser à se faire des conventions dans un premier temps pour se protéger entre actionnaires. Est-ce qu'on peut penser, Gabrielle, qu'il y a des compagnies qui n'ont pas de convention d'actionnaire? Plusieurs. Parce que vous parliez de conflit dans la dernière chronique, là. Oui. Et là, c'est sujet à conflit, pas à peu près, là. Dans le fond, c'est sûr que malheureusement, puis des fois, on peut être surpris, c'est pas la taille de l'entreprise qui fait que les actionnaires sont mieux protégés ou moins protégés. Un petit peu comme quand on parle avec les testaments, que souvent, on reporte à plus tard. Les conventions d'actionnaires, c'est aussi souvent le cas, mais c'est certain que ça peut arriver. Et pour éviter des conflits, pour éviter du grattage de tête, si je peux le dire comme ça, c'est sûr que dans les conventions, on va venir prévoir comment ça va s'appliquer. On va venir prévoir les mécanismes aussi pour que les autres actionnaires puissent racheter les actions de celui qui est décédé, qui a les fonds nécessaires pour ça avec des montants d'assurance. Mais il y a plusieurs... Parce que ça peut mettre l'entreprise en péril aussi. Oui, là. oui, certainement. Mais il y a plusieurs entreprises qui n'ont pas ça. Puis comme je disais, c'est pas la taille de l'entreprise. Dès que vous êtes 2 actionnaires et plus, c'est important de prendre tout ça en considération selon votre situation. Si vous êtes des amis ensemble actionnaires, ça ne veut pas dire que moi, je veux devenir actionnaire avec le conjoint de mon ami avec qui je suis en affaires. Donc, on va venir se protéger de cette façon-là. Alors... J'avais un point. Vous avez 2,5 sur 3. Quand même, on est bien avancé. La prochaine, je crois que vous allez être en mesure de bien répondre. Je n'ai pas fait de mandat en cas d'inaptitude et je deviens inapte. Étant donné que je n'ai pas fait de mandat, c'est mon conjoint qui, par la loi, va être le premier là, qui pourra être nommé là, pour s'occuper de moi, pour me représenter. Est-ce que c'est vrai ou faux? C'est vrai que c'est faux. Très bonne réponse. OK, non, j'étais vraiment pas sûr. J'ai vu votre questionnement, mais oui, effectivement. J'étais pas sûr. Il n'y a rien dans la loi qui dit si on doit faire une ouverture de régime de protection, donc la procédure si on n'a pas fait de mandat. Il n'y a rien qui dit que si j'ai un conjoint, c'est lui qui doit être nommé. C'est vraiment le conseil de proches, de famille et d'amis qui se rencontrent et qui nomment mon représentant. Si les gens ne s'entendent pas, si
moi, mon père ne fait pas confiance à mon conjoint, qui ne veut pas que mon conjoint soit nommé, mais que mon frère, lui, voudrait que ce soit mon conjoint qui soit nommé parce qu'il dit qu'il va être capable de le faire. C'est sûr qu'on peut rentrer en conflit à ce moment-là, puis ça ne veut pas dire que c'est mon conjoint qui va être nommé, même si moi, peut-être que dans mon mandat, j'aurais dit, c'est sûr, c'est la personne que je veux qui s'occupe de moi, qui administre mes biens si je deviens inapte. Donc, effectivement, ce n'est pas un automatisme, mais il faut le prévoir dans notre mandat si on veut pouvoir nommer une personne spécifiquement. Parce que là, on embarque dans un processus qu'il faut passer par la Cour. Exactement. Dans le fond, c'est sûr qu'avec l'homologation du mandat, on a toujours un processus avec la Cour. Par contre, dans ce cas-là, s'il n'y a pas de mandat, c'est qu'en plus du processus de la Cour, il faut vraiment que le conseil de proches, de famille et d'amis se rencontre pour nommer un représentant puis nommer 3 membres au conseil de tutelle. Si on ne s'entend pas, bien là, on finit justement avec le tribunal et ou le curateur public qui peut être impliqué également là, selon la situation. Beaucoup plus compliqué dans tous les cas. OK. On continue? On continue. Le contrat de mariage ne sert qu'à prévoir une clause testamentaire, qui est la clause là, bien connue au dernier vivant des biens. Donc, c'est à ça que sert le contrat de mariage, pour prévoir la clause « Moi, je laisse tous mes biens à mon conjoint », donc la clause au dernier vivant des biens. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Je vous dirais que c'est vrai. Je vous ai eu sur celle-là, au moins. Ouais. Je suis contente. En fait, c'est faux, le contrat de mariage. Oui, vous pouvez prévoir une clause testamentaire dans le contrat de mariage, mais le contrat de mariage va servir aussi à choisir votre régime matrimonial. Donc, actuellement, on a soit le régime légal, si on ne fait pas de contrat de mariage ou pour choisir notre régime, dans le fond, c'est la société d'acquêt qui va être applicable. Donc, on peut se marier sans faire de contrat de mariage, on va être marié en société d'acquêt. Si on fait un contrat société d'acquêt qui est? Qui est, je vais vous expliquer tout de suite après. Si on fait le contrat de mariage, on peut choisir le régime de la séparation de biens. La différence, c'est que pendant le mariage, si on est marié en séparation de biens, outre les biens qui composent notre patrimoine familial, ça, c'est toujours applicable. Mais tout ce que j'accumule pendant mon mariage, on a parlé de société tantôt. Si, par exemple, j'ai des actions dans une société puis que ces actions-là prennent beaucoup de valeur, je suis mariée en séparation de biens. Si je divorce, tous les biens que j'ai accumulés pendant le mariage qui ne sont pas dans le patrimoine familial ne seront pas partageables dans mon divorce. Par contre, la société d'acquêt, c'est que si on se marie et qu'on n'a pas de contrat de mariage ou qu'on a choisi la société d'acquêt, tout ce que je vais accumuler pendant le mariage va pouvoir être partageable. Donc, des valeurs que je prends si j'achète des immeubles que moi, au final, 15 ans plus tard, j'ai une grosse valeur de portefeuille parce que j'ai des immeubles, j'ai des actions qui ont pris beaucoup de valeur. Tout ça va pouvoir être partagé dans le cadre d'un divorce qui aurait pu être protégé par la séparation de biens. Il y a des gens pour qui la société d'acquêt, ça va être correct, ça va bien s'appliquer parce qu'ils font tout ensemble. Quand on a parlé d'indivision dans d'autres chroniques, dans le fond, de toute façon, ils sont en 50-50. Quand on parlait du compte conjoint, ils fonctionnent comme ça de toute façon, puis ça leur convient. Donc, le fait de partager par la suite va revenir au même. Mais il y a des gens il y en a un des deux qui va être une personne d'affaires qui travaille fort pour la société, qui monte une société sur place, qui prend beaucoup de valeur et tout ça. Quand on s'entend bien, ça va bien, mais ça se peut qu'au moment du divorce, cette personne-là regrette un petit peu d'avoir le régime de la société d'acquêt parce qu'il va avoir beaucoup de valeur à partager versus la séparation de biens. Le temps passe vite. Ça donne quoi d'abord de faire un contrat de mariage? Le choix du régime matrimonial dans un premier temps. Dans le contrat de mariage, Mais si on fait un testament? Mais dans votre testament, vous ne pouvez pas choisir votre régime matrimonial. Le testament va régir vos biens à qui ils viennent, mais quand on décède, le régime matrimonial et le patrimoine familial doivent toujours être calculés. Donc, si vous êtes marié, vous décédez, vous avez nommé vos enfants pour hériter, votre conjointe va avoir le droit à ses parts dans le régime matrimonial et le patrimoine familial avant que vos enfants héritent. Mais si dans le testament, c'est au dernier vivant les biens, le contrat de mariage sert à quoi? Bien, ça, c'est sûr que là, si tout revient au conjoint, puis que vous restez ensemble, puis que vous décédez, ça va revenir au même, effectivement. Mais on parle toujours plus dans un cas de divorce. Si vous divorcez avant, là, la clause du dernier vivant des biens, elle ne sera pas applicable parce que vous divorcez. Vous ne voulez plus que votre conjointe reçoive vos biens, mais vous voulez encore moins que votre conjointe puisse participer au profit que vos biens ont fait pendant le mariage, dans le fond. Quand on se marie, tout est bien beau, hein? Le contrat de mariage peut aussi éviter des conflits, essayer d'aider à éviter des conflits en cas de divorce. Selon les statistiques, une personne sur 2 divorce. Maintenant, je crois que c'est ça. On a encore plus de divorces qu'avant. La vie va vite. On a beaucoup de familles recomposées. Donc, encore là, le régime matrimonial est très important à prendre en considération selon notre situation.
J'ai eu 10 divorces, mais ça sépare. Je pense que c'est peut-être plus juste, le mot est peut-être Ouais, plus juste séparer que divorcer. Quoi qu'en 2022, là, suite à la pandémie, il semblerait qu'il y a beaucoup de mariages cette année. Donc, peut-être qu'on va avoir un regain pour des contrats de mariage et des divorces, malheureusement, plus tard. On va suivre ça. Maître Gabrielle Sanson, merci beaucoup. Merci. Ça complète notre chronique juridique. On se retrouve dans 2 semaines. Oui. Voilà, ça complète. 288-57-77 pour rejoindre l'équipe de Mallette Juridique ici au 14 Chemin des Poiriers à Montmagny. On s'arrête. Dans le cadre des Mardis Mallette, CMA-TV vous présente la chronique juridique, une présentation du groupe Mallette, société de comptables professionnels agréés et de services juridiques.